Chapitre 3. Au tigre, au tigre. Et cette chasse, hardi veneur? Le long affût m'a donné froid, mon frère. Et cette proie, vaillant chasseur? Le cerf viande encore dans la jungle, mon frère. Où est de ta force l'honneur? Je sens dans mes flancs son reflux, mon frère. Où est de ta course l'ardeur? Je pars, mon frère, mourir dans mon repère. Quand Mowgli quitta la grotte au loup, après sa bataille avec la meute au rocher du Conseil, il descendit jusqu'aux cultures des villageois, sans toutefois s'y arrêter. C'était encore trop près de la jungle, et il savait s'être fait au Conseil au moins un ennemi acharné. Aussitôt poursuivit-il sa route. Il suivit, à un petit trot soutenu, le chemin rocailleux qui courait dans la vallée. Au bout d'une trentaine de kilomètres, il parvint dans une contrée qu'il ne connaissait pas. La vallée s'ouvrait en une vaste plaine parsemée de rochers, entrecoupée de ravins. D'un côté se trouvait un petit village. À l'autre bout, la jungle épaisse descendait en masse jusqu'aux pâtures, où elle s'arrêtait net, comme tranchée à la houe. Sur toute l'étendue de la plaine paissaient buffles et vaches. Les petits garçons qui les gardaient, dès qu'ils aperçurent Mowgli, s'enfuirent à grands cris. Les chiens jaunes qui rôdent en paria autour des villages indiens se mirent à aboyer. Mowgli, poussé par la faim, continua d'avancer. À l'entrée du village, il aperçut, repoussé sur le côté, le gros buisson d'épines que l'on tirait devant la barrière à la tombée de la nuit. Bah, lâcha-t-il, car il lui était souvent arrivé de se heurter à ce genre de barricade au cours de ses nuits d'errance, en quête de nourriture. Alors ici aussi, les hommes redoutent le peuple de la jungle. Il s'assit près de la barrière. Dès qu'il vit quelqu'un sortir dans la rue, il se releva, ouvrit la bouche et indiqua du doigt son gosier pour faire comprendre qu'il voulait à manger. L'homme écarquilla les yeux et remonta au pas de course l'unique rue du village en appelant le prêtre à tue-tête. Gros et gras, tout de blanc vêtu, une marque rouge et jaune peinte au front, le prêtre s'approcha de la barrière, suivi d'une bonne centaine de personnes qui criaient, jacassaient, dévisageaient Mowgli et le montraient du doigt. Quel mal appris ces hommes, se dit Mowgli. Il n'y a que le Saint-Giri pour être aussi grossier. Il rejeta ses longs cheveux en arrière et se renfrogna. Il n'y a pas de quoi avoir peur, dit le prêtre. Vous avez vu les marques qu'il a aux bras et aux jambes? Ce sont des morsures de loup. C'est un enfant loup qui se sera échappé de la jungle. Naturellement, en jouant avec Mowgli, les louveteaux l'avaient souvent mordillé plus fort que prévu. Mowgli en avait les bras et les jambes tout balafrés de cicatrices blanches. Mais jamais il ne les aurait qualifiés de morsures. Il savait trop bien ce que mordre veut dire. Allez, allez, s'exclamèrent en chœur deux ou trois femmes. Pauvre petit, se faire mordre par des loups, c'est un beau garçon. Il a comme du feu dans les yeux. Ma foi, mais soit, il n'est pas sans rappeler le petit que le tigre t'a enlevé. Attendez que je regarde, dit une femme, parée de lourds anneaux de cuivre aux poignets et aux chevilles. La main en visière, elle examina Mowgli. Ma foi, c'est vrai qu'il lui ressemble, sauf qu'il est plus maigre. C'est mon petit tout craché. Le prêtre, habile homme, sachant Messua, l'épouse du plus riche villageois, leva les yeux au ciel une minute avant de proclamer. Ce que la jungle a pris, la jungle l'a rendu. Emmène le petit chez toi, ma sœur, et n'oublie pas d'honorer le prêtre qui voit si loin dans la vie des hommes. Par le taureau qui a servi à mon rachat, se dit Mowgli. Voilà une discussion qui ressemble furieusement à une nouvelle séance d'inspection par la meute. Eh bien, si je suis un homme, allons-y, homme je dois être. La femme fit signe à Mowgli de la suivre chez elle, et la foule s'écarta. À l'intérieur de la hutte, il y avait un lit de laque rouge, une grosse jatte à grains en terre cuite, décorée de curieux bas-reliefs, une demi-douzaine de chaudrons de cuivre, une statue de dieu hindou dans une niche, et, accroché au mur, un vrai miroir, comme on en trouve pour 8 sous dans les foires de campagne. La femme donna à Mowgli un grand bol de lait et du pain. Puis, lui posant une main sur la tête, elle le regarda au fond des yeux. Et si c'était son fils, revenu de la jungle où le tigre l'avait emporté? Elle appela. Natou? Mon Natou? Ce nom ne suscita aucune réaction chez Mowgli. Tu ne te rappelles donc pas le jour où je t'ai donné tes chaussures neuves? Elle lui toucha le pied. Il était presque aussi dur que de la corne. Non, se désola-t-elle. Ses pieds n'ont jamais porté de chaussures. Mais tu ressembles beaucoup à mon Natou, et tu seras mon fils. Mowgli se sentait mal à l'aise. Mowgli se sentait mal à l'aise, lui qui ne s'était encore jamais trouvé sous un toit.
Mais un coup d'œil au chaume lui révéla qu'il pouvait l'éventrer dès qu'il voudrait se sauver. Rien non plus ne bloquait la fenêtre. À quoi bon être un homme, se dit-il, si l'on ne comprend pas le langage des hommes? Pour l'instant, je suis aussi niais et muet qu'un homme le serait chez nous, au milieu de la jungle. Il faut que j'apprenne leur parler. Au temps où il vivait parmi les loups, ce n'était pas seulement par jeu qu'il avait appris à imiter le brame du cerf dans la jungle et le grognement du marcassin. Aussi, dès que Messua prononçait un mot, Mowgli l'imitait-il à la perfection. Et, avant la nuit, il avait déjà appris le nom de bien des objets dans la hutte. Un petit problème surgit au moment d'aller dormir. Mowgli refusa de coucher sous quelque chose qui ressemblait autant à un piège à panthère que cette hutte. Et quand on ferma la porte, Mowgli ressortit par la fenêtre. « Il faut le laisser faire, » dit à Messua son mari. « Souviens-toi qu'il n'a sans doute jamais dormi dans un lit. S'il nous est réellement envoyé pour remplacer notre fils, il ne s'enfuira pas. » Mowgli alla s'étendre en bordure de champ sur un lit frais de hautes herbes. Mais il n'avait pas encore fermé les yeux qu'un doux museau gris se fourrait sous son menton. « Pouah !» lâcha Frère Gris, c'était l'aîné des fils de Merlouve. « Maigre récompense pour qui t'a suivi sur près de 10 lieues. Tu sens le feu de bois, tu sens la vache. On jurerait un homme déjà. Réveille-toi, petit frère, il y a du neuf. » « Tout le monde va bien dans la jungle ?» demanda Mowgli en lui donnant l'accolade. « Oui, tout le monde, sauf les loups brûlés par la fleur rouge. Écoute, Shere Khan est reparti chasser loin de chez nous, en attendant que sa fourrure repousse, car il a le poil plutôt roussi. Il jure qu'à son retour, il t'allongera la carcasse au fond de la Waigunga. On est deux sur ce terrain. Moi aussi, de mon côté, j'ai fait une petite promesse. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir des nouvelles. Ce soir, je suis fatigué. Épuisé par tant de nouveautés, frère Gris. Mais pense toujours à me tenir au courant. Tu n'oublieras pas que tu es un loup. Les hommes ne te le feront pas oublier, s'inquiéta frère Gris. Jamais, je n'oublierai jamais que je vous aime tous, toi et tous ceux de notre grotte. Mais je n'oublierai jamais non plus que j'ai été exclu de la meute. Et que tu risques d'être exclu d'une autre meute encore. Les hommes ne sont que des hommes, petit frère. Ils bavardent comme des grenouilles dans une mare. La prochaine fois que je redescendrai jusqu'ici, je t'attendrai dans les bambous à la lisière du bois. À partir de cette nuit-là, près de 3 mois s'écoulèrent sans que Mowgli franchisse la barrière du village, tant l'absorbait son apprentissage chez les hommes. D'abord, il eut à porter un pagne, ce qui le gêna affreusement. Ensuite, il dut se familiariser avec l'argent, à quoi il ne comprenait goutte, ainsi qu'avec les travaux des champs, dont il ne voyait pas l'utilité. À leur tour, les gamins du village l'exaspérèrent. Heureusement, la loi de la jungle lui avait appris à ne jamais se mettre en colère, car dans la jungle, pour vivre et se nourrir, on doit savoir se maîtriser. Mais quand ils se moquaient de lui, parce qu'il refusait de jouer avec eux, ou de lancer des cerfs-volants, ou parce qu'il prononçait un mot de travers, seul le retenait de les empoigner et de leur tordre le cou le sentiment qu'il n'était pas correct de tuer des bambins nus. Il ne connaissait pas du tout sa force. Dans la jungle, il se savait faible comparé à l'ours, au fauve. Mais au village, on le disait fort comme un taureau. En tout cas, la peur lui était totalement inconnue. À preuve, le jour où le prêtre du village l'avertit que, s'il mangeait ses mangues, le dieu du temple se fâcherait contre lui. Mowgli empoigna l'effigie, l'apporta chez le prêtre, qui l'invita à provoquer le courroux du dieu, avec qui il aurait plaisir à se battre. Ce fut un scandale épouvantable, mais le prêtre l'étouffa, et le mari de Messua sut apaiser le dieu avec plein de bel et bon argent. Mowgli n'avait pas non plus la moindre idée des différences de caste entre les hommes. Quand l'âne du potier glissa dans l'argilière, Mowgli l'en retira par la queue avant d'aider l'homme à empiler ses pots destinés au marché de Koniwara. Nouveau scandale, le potier étant d'une caste inférieure, et son âne pis encore. Tancé par le prêtre, Mowgli menaça de le jucher, à son tour, sur l'âne. Le prêtre conseilla au mari de Messua de mettre de toute urgence l'enfant au travail. Le chef du village ordonna alors au garçon de sortir avec les buffles dès le lendemain et de les garder au pâturage. Mowgli était ravi. Et ce soir-là, parce qu'on l'avait engagé, pour ainsi dire, au service du village, il se joignit au groupe qui se réunissait tous les soirs sur une plateforme, en maçonnerie, sous un figuier géant. C'était le club du village, où se retrouvaient, autour d'une pipe, le chef, le guetteur et le barbier, ainsi que le vieux Buldéo, le chasseur du village qui possédait un mousquet de la tour.
Les singes, eux, s'installaient plus haut dans l'arbre pour bavarder. Dans un trou sous la plateforme vivait un cobra, qui avait droit tous les soirs à sa petite écuelle de lait, parce qu'il était sacré. Sous leur figuier, les vieux devisaient et tiraient sur leur grand narguilé, jusqu'au cœur de la nuit. Ils racontaient des histoires fantastiques de dieux, d'hommes et de fantômes. Buldéo en racontait d'encore plus fantastiques sur la vie des fauves dans la jungle. Les yeux des enfants, assis à l'extérieur du cercle, en sortaient de leurs orbites. C'étaient le plus souvent des histoires d'animaux, car ils avaient la jungle constamment à leur porte. Daims et sangliers déterraient leurs récoltes, et, de temps à autre, le tigre levait un homme au crépuscule, à 2 pas du village. Mowgli, naturellement, connaissait assez bien le sujet, et devait se cacher la figure pour qu'on ne le voie pas rire, pendant que Buldéo, son mousquet de la tour posé sur les cuisses, allait crescendo, de merveille en prodige. Les épaules de Mowgli étaient secouées par le rire.